Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui à nouveau et avec un immense plaisir Christian Grattalou, géohistorien, pour son magnifique livre L'esprit d'aventure, exploration au pluriel et curiosité au pluriel de l'histoire du monde chez Armand Collin. Bonjour Christian. Bonjour. Comment est-ce que vous définissez l'esprit d'aventure ? C'est quoi l'esprit d'aventure ? C'est se demander ce qu'il y a au-delà de l'horizon et d'aller voir. Ce qui suppose effectivement d'avoir la bougeotte, je crois que c'est un mot que j'emploie dès l'introduction, et qui est un peu le propre des humains, et d'avoir aussi la capacité d'imaginer et de mémoriser les informations qui sont vraies, qui sont fausses, sur cet au-delà de l'horizon. Donc, pour moi, c'est ça, fabriquer de la géographie. Enfin, c'est justement comme cela qu'on peut penser. Et quand on sait un peu plus sérieusement, là, on cartographie même cet au-delà de l'horizon. Et justement, à propos de cartographie, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Lionel Portier qui fait les cartes de cet ouvrage sont magnifiques. Les illustrations sont somptueuses. Vraiment, quel beau livre. Oui, on a envie de garder. Je ne suis pas le dessinateur, je peux dire non, combien mais... j'ai apprécié de travailler avec Lionel Portier et combien il a de l'imagination. Clairement. Les filigranes, par exemple, ça, on ne peut pas montrer. Là, mais les filigranes qui sont dans les cartes, où on voit par transparence la tête de Gengis Khan dans l'Empire mongol, par exemple, c'est vraiment très, très, très beau. Et en plus, c'est parlant, c'est intéressant. Oui, non, c'est bien. Très didactique, j'adore. Et c'est vraiment le genre de livre qu'il faut garder. J'allais dire qu'on peut offrir, mais on a surtout envie de le garder pour soi, en fait, parce que c'est magnifique. On peut faire les deux. Il faut faire les deux, d'ailleurs. Alors moi, l'esprit d'aventure, je m'étais, comme je suis un vieux, moi, quand j'étais à la fac, c'était les Occidentaux qui avaient l'esprit d'aventure. C'était grâce à l'Occident, c'est l'Europe qui, etc. Et puis je lis votre livre et je vois les Austronésiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je crois qu'il faut se garder de deux défauts. Un défaut qui serait celui que l'on a connu, et moi c'était bien avant vous, dès l'école élémentaire, où on employait l'expression aujourd'hui désuète de grande découverte. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire de ne pas oublier que les Européens ont joué un rôle très particulier, qui a été non pas tout à fait un hasard d'ailleurs, mais enfin qui aurait pu être effectué par d'autres, qui a été de relier des sociétés qui n'étaient pas en liaison les unes avec les autres jusque-là. Donc ça se passe fin 15e. Et donc on ne peut pas l'oublier, même si aujourd'hui on a tendance à dire non, il y a aussi les autres. Donc le risque, ce serait de dire oui, mais finalement les Européens, c'est banal, ce qui est pas faux non plus, mais il y a eu cette particularité de franchir l'Atlantique de manière durable, de manière importante, parce qu'il y en a eu d'autres qui l'ont fait. Donc, oui, les Austronésiens, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler parce que c'est une aventure extraordinaire. Il ne faut pas oublier que les Austronésiens, c'est-à-dire ces populations qui parlent... Pour nous, c'est une famille linguistique, essentiellement, qui est qu'on peut centrer sur l'Indonésie, mais qui inclut toutes les populations du Pacifique, toutes les îles du Pacifique, ce qu'on appelle les Polynésiens, c'est-à-dire le plus à l'ouest du Pacifique, là où les îles sont très loin les unes des autres, donc il faut beaucoup naviguer. Et ces populations ont été aussi jusqu'à Madagascar, puisque les langues malgaches sont fondamentalement de structure austronésienne, même si la population est, d'après le patrimoine génétique, au tiers polynésien, enfin austronésienne, et aux 2 tiers africaine. Et donc ils ont beaucoup bougé en fait. Ils ont énormément bougé avec des techniques de navigation fantastiques, qui explique la présence. Des connaissances de la mer que même les Européens du XVIIIe siècle qui exploraient le Pacifique de manière systématique, on pense évidemment à Cook et Bougainville, ou la Pérouse, même ces Européens qui étaient de sacrés marins, ils ont été épatés par les connaissances des Polynésiens. Vous montrez une carte d'ailleurs qui est incroyable. Oui, il y avait des cartes, sachant que l'essentiel de la cartographie était comme pratiquement dans toutes les populations. Toutes les populations ont une vision de l'espace, donc des cartes dans la tête. Leurs cartes étaient avant tout mentales. Mais ils avaient des aides-mémoires qui étaient plutôt individuels ou de maître à disciple, qui n'étaient pas des objets de navigation, qui étaient un peu comme nos portulans somptuaires que l'on avait
disons, du XIIIe au XVIIIe siècle en Europe, c'était des cartes de mémorisation et d'apprentissage. Donc, ce sont des bâtonnets, les Anglais disent des stick charts, parfois on ne traduit pas, c'est-à-dire des petits bâtonnets de bambou où sont accrochés par du raffia des coquillages ou des pierres qui symbolisent des îles. Donc, on peut représenter un archipel, celle qu'on montre est celui de l'archipel des îles Marshall, mais qui peuvent représenter aussi des étoiles. Parce que c'était des navigateurs, évidemment, en haute mer, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de regarder le ciel pour se repérer. C'est logique. Même s'ils connaissaient mieux la mer, ils pouvaient s'orienter à la forme des crêtes de vagues. Oui, ils savaient lire la mer, en fait. Oui, ils savaient une lecture de la mer c'est ce que les dites. Occidentaux Ça, ont été éblouis par ce type de technique. C'est assez incroyable. On n'oublie pas les Chinois aussi, les marins chinois qui ont fait des découvertes, qui Oui, se sont beaucoup baladés, mais sans rester. Alors là, on est dans une système. marine plus classique, parce que c'est une navigation de l'ancien monde, comme la navigation persane, indienne, arabe ou européenne. Mais c'était surtout à la chinoise, c'est-à-dire que les flottes de Cheng He, le nom de l'amiral, qui a dirigé ces flottes entre 1405 et 1432, elles ont parcouru tout l'océan Indien, ont été jusqu'en Afrique, l'Afrique du Sud, subsaharienne, jusqu'à l'altitude de Madagascar à peu près, canal du Mozambique. Si on y pense, c'est pas que c'était en soi profondément nouveau. Il y avait déjà des jonques chinoises qui allaient jusqu'en Afrique. La navigation est la plus ancienne dans l'océan Indien. C'est grâce aux moussons qui, par leur alternance, permettent de faire une navigation sûre. On va vers l'est, on va vers l'ouest suivant la saison. Donc ça remonte à la plus haute antiquité. Mais c'est à l'importance de ces flottes que l'Empire Ming, alors à son apogée au XVe siècle, a projeté très loin. Et bien sûr, il est difficile de ne pas se rendre compte que c'était juste avant que les Portugais se mettent à contourner l'Afrique. Et que donc, peut-être que si Cheng He avait continué et contourné le Cap dans l'autre sens que Vasco de Gama, eh bien, les jonques chinoises seraient arrivées à Lisbonne avant que les caravelles portugaises arrivent à Goa. Bon, incroyable d'imaginer ça. Peut-être la même, sauf que là, on ferait sans doute l'entretien en chinois. Ce serait une histoire un peu dissymétrie, enfin inverse par rapport à l'ancien monde. Mais il y aurait eu sans doute une mondialisation de toute façon. Voilà. Selon le géohistorien que vous êtes, l'aventure, c'est d'abord quoi? Une expérience de l'espace ou c'est une expérience du récit, ou les deux? Alors, les deux, et je dirais aussi une expérience de l'altérité. C'est-à-dire que quand on va loin, on a effectivement tendance à voir la même chose parce qu'on a nos lunettes qui nous permettent de voir le monde avec nos idées, nos caractères, nos concepts, nos grilles de lecture. Mais on va aussi parce qu'il y a des choses différentes, des objets et des personnes et des idées. Mais aussi d'abord des objets, parce que la raison essentielle pour laquelle, me semble-t-il, c'est une idée que je défends depuis longtemps, pour laquelle les Européens ont persévéré. Parce que, comme on l'a vu avec les Chinois, faire une expédition lointaine, c'est assez banal finalement. Mais persévérer et retourner et envoyer et projeter des mondes outre-mer, c'est cette notion qui est inventée par les Européens justement avec le XVe siècle, c'est quelque chose qui est une particularité que les Européens ont développée à partir du XVe siècle. Et donc, pourquoi retourner ? Parce que Colomb, il fait une tentative qui est un peu théorique, un peu intellectuelle. Ce qu'il veut, c'est trouver la route des Indes, faire fortune lui-même et faire fortune à ses commanditaires. C'est aussi une aventure intellectuelle, prouver qu'il a raison. Mais c'est quelque chose qui n'a aucune rentabilité. Colomb revient avec 2 des 3 navires, parce que la Santa Maria est restée aux Antilles, a été détruite, est restée aux Antilles. Il rapporte pas grand-chose, quelques curiosités, on va dire. Ça, c'est longtemps, ils vont amener des curiosités, ça a toujours une certaine valeur, mais c'est pas... Et lorsque les rois catholiques débriefent Colomb à son retour, en 1493, la première question qu'ils posent, c'est « Est-ce qu'il y a de l'or ?» Évidemment, l'or, c'était la question, parce que les Européens s'étaient ruinés, on va voir pourquoi. L'Europe s'était vidée de son or et de son argent. Mais la deuxième question, et commencer à amorcer la réponse à ce suspense, c'est est-ce qu'il y a du sucre ? Et Colomb répond, en mentant un peu, même beaucoup, à la première en disant oui, et il sort une petite pépite qu'il avait arrachée à des Caraïbes. Mais la deuxième, il dit là non, je n'ai pas vu, je ne sais pas.
Mais dès la deuxième expédition, qui a lieu à l'automne 93, dans les caravelles, là c'est une grosse affaire, 18 bateaux, il y a des plants de canne à sucre qui partent aux Antilles et il s'avère que ça marche. Voilà. Alors, pourquoi cet intérêt pour le sucre? Le sucre n'était que l'épice. C'est bien au sens, aujourd'hui on ne classerait pas le sucre comme dans la catégorie épice, mais le sucre était vraiment une épice qui venait de l'Orient fabuleux, et le sucre était très demandé, mais globalement les épices. Donc pour ces produits, qui sont des produits tropicaux, les Européens allaient les acheter aux échelles du Levant. Et pour ça, ils vidaient leurs poches de leur or et de leur argent. Alors bien sûr, ils avaient eux-mêmes des choses à vendre. Par exemple, quelque chose qui est d'origine de Méditerranée orientale, mais donc du monde occidental, c'est le verre. Les perles de verre, ça deviendra d'ailleurs plus tard la verroterie. Les perles de verre, c'est quelque chose qui, depuis l'Antiquité égyptienne, est une pratique méditerranéenne et qui fascinait les Chinois. Donc on avait des biens pour échanger là, le long de la route de la soie et surtout les routes des épices, ces routes maritimes que je décrivais. Qu'on retrouve dans le livre aussi. Voilà, les Européens pouvaient, enfin les Occidentaux, les chrétiens, mais aussi le monde arabe d'ailleurs, pouvaient exporter des objets métalliques en acier, et puis surtout, et entre autres, du verre. Mais au total, le commerce était déséquilibré. Donc les Européens, ils ont cherché, quand ils connaissaient les techniques de production, ils cherchaient à le cultiver chez eux. C'était le cas de la canne à sucre. Mais la canne à sucre, c'est une plante qui a 18 mois de cycle végétatif et qui ne supporte pas des températures inférieures à 10 degrés. Donc, bon, il fallait pas des régions avec l'hiver. Et raté, l'Europe s'est tempérée. Il y a la Méditerranée qui bloque. Donc, on a pu faire pousser du sucre au Maroc, en Égypte, un peu en Andalousie, qui était encore d'ailleurs dans le monde musulman. Mais les Européens ne pouvaient pas. Donc, ils étaient en manque, c'est-à-dire économique et même aussi d'ailleurs physiologique. Alors, il y a une première étape, ce sont les îles du nord-est de l'Atlantique, c'est-à-dire les Açores, Madère, les Canaries. Là, les Européens s'en sont emparés. On les connaissait, ces îles, ils les découvrent pas à proprement parler. Mais en dehors des Canaries qui étaient au large du Maroc, les îles n'étaient pas peuplées. Elles sont devenues peuplées parce qu'on a pu y faire pousser de la canne à sucre. Donc les premières plantations européennes, ils ont pris un modèle qui existait dans le monde arabe, qui lui-même l'avait emprunté au monde indien. C'est fou d'ailleurs, on voit avec les cartes. Voilà, ça se déplace vers l'ouest. Ouais. Les Européens vont développer les premières plantations, les premières îles à sucre, comme on les a appelées. Là, ce sont ces îles de l'Atlantique, ce qu'on appelle souvent aujourd'hui la Macaronésie. Mais là, ce que fait en 93 Colomb, c'est tout simplement de faire franchir l'Atlantique à cette canne à sucre. Et les Européens vont fondamentalement s'intéresser à ces régions tropicales. Alors, ils vils avaient raclé toutes les mines d'argent qu'ils pouvaient, ils vont aussi chercher en Amérique. Et comme les Américains, à la différence des populations de l'axe de l'Ancien Monde qui avaient développé depuis le VIe siècle avant notre ère la monnaie sous forme de métaux, qu'on appelait donc précieux, de l'or et de l'argent essentiellement, en Amérique, où on faisait juste quelques bijoux, quelques objets d'orfèvrerie, les mines d'or et d'argent étaient peu exploitées. Donc, pour les Espagnols d'abord, puis les Européens en général, ça a été tout bénéfice. On a eu les plantations et les mines. Et avec les mines, on a pu monnayer tout le commerce, et l'argent finissant en général en Chine d'ailleurs, qu'on appelait le puits d'argent. Déjà. Donc, déjà, oui, tout à fait, avec un commerce tout à fait excédentaire pour la Chine. Déjà. Voilà. Donc, on avait cette situation qui va perdurer jusqu'au 19e siècle, en gros. On a tout un passage sur Eldorado, d'ailleurs, dans le livre. Alors oui, il y a le mythe, bien sûr, parce que l'idée qu'il y a un endroit tellement formidable qu'il y aurait de l'or sur les murs. D'où ça vient, ça? Comment c'est venu? Parce que c'est resté un mythe, évidemment. Oui, il y a toujours eu le mythe d'un endroit fabuleux. Cet endroit fabuleux, ce mythe, c'est une autre petite histoire que je raconte ailleurs, l'attribuer au paradis terrestre, dans l'imaginaire occidental. S'entend, bien sûr, les autres sociétés ont aussi. Alors, je ne dis pas le monde musulman, parce que c'est sur les mêmes mythes, issus de la Genèse, mais dans le monde indien ou chinois, on a aussi des mythes comme ça, de lieux fabuleux où les richesses abondent, où coule le lait et le miel. Voilà, donc, on a toujours ce genre de choses, que c'est mieux ailleurs. De ce point de vue-là, et c'est un des moteurs de cet esprit d'aventure. Mais pour les Européens, l'or est évidemment l'idée essentielle. Donc on imagine des lieux, et comme en Amérique on s'est mis à découvrir de l'or,
tardivement d'ailleurs. Il ne faut Oui. pas oublier que pendant un bon moment, ce n'est pas une bonne affaire, l'Amérique, parce que Colomb y arrive en 92, revient en Europe en 93, en 1493. Il faut attendre 1521-22, lorsque Cortés s'empare du Mexique, de l'Empire aztèque, pour que l'affaire devienne vraiment intéressante. Jusque-là, il y a eu effectivement quelques petites mines qui ont été découvertes à Saint-Domingue, mais ce n'était pas grand-chose. Il fallait qu'ils rentrent dans les terres, enfin, vraiment. Donc, il y a vraiment... Et puis qu'il y a eu des gens qui les exploitaient, des sociétés un peu complexes qui avaient utilisé et qui savaient faire de la métallurgie d'or et d'argent. Donc, ils ont commencé évidemment par les piller, par tout voler. Ça, c'est normal. Mais ça s'est reproduit 10 ans plus tard au Pérou. Mais ensuite, ils ont exploité les mines. Ils en ont même découvert de nouvelles qui n'avaient pas été utilisées parce que c'était pas vraiment passionnant pour les populations locales. On ne peut pas faire d'outils avec de l'or et de l'argent, donc des objets qui brillent, quoi, c'est tout. Donc là, on a eu l'idée qu'il y avait des endroits où c'était fabuleux. Donc, on les a situés dans les endroits les plus cachés qui soient. Et finalement, c'est en Amazonie. C'est l'endroit le plus fabuleux, le plus difficile à pénétrer. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on a toujours ça. Donc, l'idée qu'il y a des cités d'or et on va chercher l'Eldorado, qui est donc un mot espagnol. Bien sûr. Évidemment, c'est les conquistadors qui vont le développer. Et donc, on connaît tous le film Aguirre de Herzog. Vous le citez d'ailleurs. Voilà, ce conquistador fou qui parle, descend l'Amazone en tuant, enfin en mourant et en massacrant en entraînant dans la mort sa fille et toute son équipe. Mais c'est quelque chose qui s'est effectivement produit. D'ailleurs, Aguirre est un personnage historique. Même si c'est pas aussi... Herzog en a fait tout autre chose. Il n'est pas aussi dingue que l'acteur. Oui, mais il en a fait le comble de l'esprit d'aventure. Mais avec l'idée très intéressée de découvrir des cités d'or. Donc on a finalement, dans un endroit les plus cachés qui soit, là où l'Orénoque et l'Amazone sont on ne sait pas dans quel bassin hydrographique on est. Il y a des diffluences, comme on dit en hydrologie. Là, on a situé un petit peu cette cité autour d'un lac mythique qui était en fait une région marécageuse qui s'en remplissait en saison des pluies. Et finalement, c'est Humboldt, au début du 19e, qui a tué un peu le mythe. en y allant vraiment, en parcourant. Vous le citez souvent, d'ailleurs, Humboldt. Il revient souvent, même à la fin dans les remerciements. C'est le père de tous les historiens. Quel personnage. Oui, ça a été un grand bonhomme. D'abord, c'était un grand scientifique. On lui doit, entre autres, la formalisation... Tout montagnard sait, mais de la dissymétrie des versants, la Drée et Lubac dans les Alpes. Donc ce qu'on appelle l'étagement dans la montagne et donc les strates de végétation et de vie qu'il y a et que les humains peuvent utiliser différemment. Mais c'est très très manifeste dans les Andes. Donc comme il a pas mal travaillé avec le français Bonpland dans les Andes, ils ont vu ces strates et ont vu d'ailleurs leur dissymétrie d'orientation. C'est une période incroyable d'ailleurs, Humboldt qui croise tous les Cuvier, c'est des personnages fantastiques. On est dans la lignée, même l'épanouissement de la philosophie des Lumières, l'idée de science qui se développe, les fondements de la science européenne, mais qui vient mondiale. Et il y a encore, c'est conjugué à un moment d'aventure. Alors c'est très difficile parce qu'il faut aujourd'hui... goûter ce récit parce que c'est en même temps un récit des colonisateurs. L'aventurier, c'est quelqu'un qui va précéder le futur colon. Bien entendu, Donc, il cartographie, il trouve les routes, il découvre éventuellement des plantes ou des choses qui vont donner lieu à de l'extractivisme ultérieur. C'est un moment triste, en fait, presque. Pardon ? C'est un moment triste, en fait. Alors, c'est ambigu. Voilà, c'est ambigu, mais c'est ambigu comme la fabrique du monde l'est. C'est-à-dire que d'un côté, ça dégage une croissance économique, ce qui permet un progrès scientifique et réciproquement. Ça permet de se connaître mutuellement. C'est un enrichissement global. Et en même temps, c'est une dissymétrie qui fait qu'on aboutit à notre monde, qui est à la fois global, où il y a des progrès médicaux pour tous, mais en même temps, dont les effets ne sont pas forcément partagés, et des inégalités, parce que une chose que j'aime beaucoup répéter, là, dans ce livre... Il n'y en a pas trop d'ailleurs. Non, là, c'est un livre qui est plus moins que dans le précédent. Mais aujourd'hui, on insiste, et à juste raison, bien sûr, sur les inégalités
interne aux sociétés, mais l'inégalité fondamentale chez les humains, c'est entre sociétés. Il y a les sociétés riches et les sociétés pauvres. C'est ça, aujourd'hui, la plus grande inégalité. Et ça, c'est quelque chose qui est lié au fait qu'il y a un seul monde. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a une phrase pour parler de la Chine que j'ai trouvée triste en fait en la lisant, parce qu'elle est vraie et triste. C'est plus les interrelations sont fortes, moins survit la diversité linguistique. Et oui, que c'est ce à soit propos de la langue impériale. Ouais. Et oui, bien sûr, la Chine est un laboratoire. Bien sûr. C'est pareil pour les dialectes locaux, enfin pour oui, bien sûr. les patois, etc. Voilà. En même temps, renaissent des langues. Les langues, c'est quelque chose de merveilleux, de formidable. Ah oui, ça, bien sûr. Dynamisme. Et ça va très vite, l'évolution linguistique. Il suffit de voir aujourd'hui, comme depuis maintenant 30 ans, le croate et le serbe se différencient. C'est volontairement, certes. D'accord, oui. Mais et sur des bases anciennes. Mais ces langues qui sont au fond, dans leur formalisation très récente, ça va du début du 19e siècle. Il y avait des langages locaux qu'on a formalisés, réinventés, fait une grammaire, un dictionnaire, et qu'on a unifié de manière un peu brutale, parce que c'était la langue d'un lieu et pas d'un autre. Oui, bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, les langues ne cessent de mourir. Oui. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Avec les 10 langues principales au monde, on a plus de 90% des échanges qui se font oralement, par écrit, par Internet, dans le monde. C'est peu. Ouais, c'est alors qu'au moment où il y avait le maximum de langues, c'est-à-dire au XVe siècle, justement, on considère qu'il y en avait au moins 17 000. Aujourd'hui, si on en est à 6 000, mais 6 000 dont plusieurs milliers ne sont parlés que par quelques centaines de locuteurs, donc, et disparaîtront. Il y a encore des peuples inconnus? Non, on connaît les inconnus, si je veux dire. On les connaît. C'est-à-dire, les plus célèbres, c'est les sentinelles. Enfin, c'est dans l'archipel Andamande, dans l'océan Indien, qui est rattaché à l'Inde. Il y a l'île du Nord, qui est difficile d'accès, où il existe des populations qui sont sans lien avec le reste de la société. Le dernier cas, il y a quelques années, c'était un protestant, un jeune pasteur, qui pensait qu'il fallait sauver ce peuple qui ne connaissait pas le vrai Dieu. Quelle horreur! Et en fait, il est mort criblé de flèches dès qu'il a mis un pied sur la terre. Il tire sur les hélicoptères. Quand c'est vrai. Quand il y a eu c'était en 2003-2004, le grand raz-de-marée qui a parcouru l'océan Indien. L'armée indienne a été envoyée pour voir ce qui s'était passé. En fait, il n'y a pas eu de dégâts parce qu'ils avaient une connaissance de leur propre terrain qui était forte. Ils se sont réfugiés dans les montagnes très vite. Ils ont sans doute perçu des signes avant-coureurs. Et apparemment, il n'y a pas eu de gros dégâts, en dehors sans doute d'arbres sur les plages, mais c'est tout. Mais donc, ils tiraient sur les flèches des hélicoptères de l'armée indienne. Je trouve ça génial. Dans les années 60, il y a un lieu en URSS, parce que c'était encore l'URSS, qui n'avait pas connu la Première Guerre mondiale, pas connu la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable. Oui, il y a des régions vraiment très isolées. En Amazonie aussi. On essaye de leur foutre la paix, d'ailleurs. Ça va pas être simple. Mais c'est pas évident, parce que, bien sûr, il y a des tas de... Et puis, se pose la question de savoir si eux-mêmes, souvent, peuvent être demandeurs, par exemple, de soins médicaux. Donc, c'est souvent plus complexe. Il faut se méfier des bonnes volontés. C'est une vraie question philosophique. Attention, n'intervenons pas. S'ils ont besoin d'antibiotiques, c'est peut-être pas inutile de leur donner. Déjà, regarder, c'est intervenir. Bah oui, bien sûr. En même temps, aujourd'hui, dans notre monde bien plein, on peut pas... Je suis d'accord. Vous avez l'air de dire que Christophe Colomb n'a jamais su, au fait, que c'était pas les Indes. Ah oui, c'est un fait bien connu. Oui, c'est à cette ignorance qu'on doit le mot indien. Il ne faut pas oublier que Antilles est un mot qui précède Colomb. C'est sur les cartes dès le début du XVe siècle. C'était des îles qui étaient... avant les îles, Ante-Ilia, avant les îles. C'est ça. Donc, c'est un mot parfaitement européen, donc latin même. Et Colomb, en arrivant dans ce qu'il a donc appelé Antilles, ce qui était marqué sur les cartes, il pensait qu'il était juste au large du Japon. Et au-delà, il y avait la Chine, bien sûr. Évidemment. Et malgré ces 4 voyages, il a commencé à percevoir ces l'eau douce en mer, qui, je veux dire, a été l'indice
mais que Colomb, qui était quand même pas un grand théoricien, n'a pas bien manipulé. Mais quand on était au débouché de l'Orénoque ou d'autres grands fleuves, le fleuve pénètre dans la mer et à quelques kilomètres du rivage, on a encore de l'eau douce. Ce qui est, les marins, évidemment, ils sont sensibles. Et donc, c'est Amerigo Vespucci qui va vraiment, dans Mundus Novus, comprendre que c'est une terre nouvelle, que ça ne peut pas être l'Asie. Et Val Simulaire va l'appeler America. Voilà, ça s'appelle America et non pas Columbia. Vous en parlez d'ailleurs assez justement. Et je crois qu'il y avait eu une réunion, je crois que c'est en 1992, une réunion des États qui voulaient l'appeler, je ne sais plus comment, dans la langue... De peuples premiers, enfin de peuples autochtones, qui souhaitaient qu'on débaptise ce terme colonial. Et alors, j'ai oublié le nom. Oui, moi aussi, mais il est compliqué. Hein. Oui, ça veut c'est dire... deux mots. Alors, ils avaient testé compliqué parce qu'ils ne voulaient pas prendre non plus une langue qui soit une des grandes langues... presque impériale, le nahuatl des Aztèques ou le quechua des Incas. Donc, ils avaient été chercher une langue d'Amérique centrale pour essayer d'unifier des Inuits aux Fuégiens. Bon, c'était... Je crois qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes, mais c'était un acte de décolonisation manifeste. Mais c'est intéressant parce que dans ce cas-là, il faudrait aussi débaptiser les noms Africa et Asia. Oui. Alors, Africa, c'est particulièrement amusant parce que moi, il se trouve que j'ai pas mal enseigné à Dakar et je sais combien le mot Afrique et africain sont devenus identitaires. Ah oui. Pas tellement au nord du Sahara. Quand on est au Maroc, là, quand mes collègues universitaires marocains, quand ils disent en Afrique, c'est pas eux qui pensent. C'est bien sûr. Ou s'ils se situent en Afrique, c'est dans un contexte plus géopolitique ou une coupe d'Afrique du foot. Bien sûr. Bon, mais Afrique, c'est un terme qui a été formalisé au Moyen-Âge dans la mappemonde médiévale, qui découpait en 3 parties. Parce qu'il y avait 3 fils de Noé. Oui. Donc il fallait repeupler le monde. Donc ça correspondait aux 3 fils de Noé. Et on a utilisé des termes antiques. C'est les pères de l'Église qui ont fait ça, Isidore de Séville en particulier. Donc Asia, qui était le domaine du fils aîné, le terme le plus ancien, donc à l'est. Oui. C'est pour ça qu'on oriente les cartes. Europa, qui était le domaine du fils cadet, Japheth. Et puis le domaine du petit dernier, Cham, c'était Africa. En fait, dans l'imaginaire de la Bible, c'est, disons, la Mésopotamie, l'Anatolie et l'Égypte. C'est un tout petit monde. Hein. Mais l'Europe médiévale les a prolongés. Mais quand on disait Afrique, en reprenant un nom romain, qui était celui de la province de Carthage, la province qui est l'actuelle Tunisie. D'ailleurs, la Tunisie s'appelle aujourd'hui en arabe Ifriqiya, le même mot. On l'a étendu. Ça aurait pu être les autres mots qu'on utilisait dans l'Antiquité, c'est-à-dire Libya ou Éthiopia. Exactement. C'est tout à fait. Pays. Donc Africa, c'est tout ça. Donc c'est un terme romain qui est formalisé par les pères de l'Église et qui est un découpage qu'on a fixé en gros au canal de Suez, même si vous regardez les cartes, par exemple, de l'Union africaine, le Sinaï égyptien est en Afrique. Mais souvent dans les cartes asiatiques, on met le Sinaï. Bon. L'Afrique, c'est quelque chose qui nous semble une évidence, qu'on pourrait presque isoler comme une île, mais qui en fait est un découpage tout à fait formel. D'ailleurs, juste pratiquement au XVIIe, XVIIIe siècle, on utilisait la division antique, rive asiatique, rive africaine pour le Nil, c'est-à-dire que l'Asie commençait à l'est du Nil. Bien sûr. Donc ce n'était pas tout à fait pareil. Donc l'Afrique, c'est comme l'Amérique, ce sont des termes effectivement, coloniaux. Effectivement, le découpage du monde s'est imposé, sauf que la géographie l'a un peu naturalisé. On a tendance à penser que ce sont des îles. Oui. Voilà. Mais non. D'ailleurs, vous en parlez aussi des îles avec l'Australie. Voilà, est-ce que c'est la plus grande des îles ou est-ce que c'est le plus petit des continents ? Les Australiens ont résolu le problème en appelant ça l'île-continent. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Ils ont parfaitement raison. C'est bien vu. Pour revenir sur les cartes, c'est la fameuse carte Théo du Moyen-Âge. On voit Asie, Afrique. C'est ça. D'en haut, oui. J'adore. J'aime beaucoup ça. C'est assez étonnant parce que les premiers grands aventuriers, c'était de la littérature, c'était parfois des romans et c'est devenu de l'histoire. C'est devenu des objets d'histoire. Ça permet d'apprendre beaucoup mieux. C'est des récits dont vous vous servez encore aujourd'hui ?
Ah oui, d'abord, c'est un modèle. Oui. C'est important parce que ces textes sont pris par une sélection de chroniques que j'ai pu faire dans la revue La Géographie, dont je peux dire juste un mot, c'est on est toujours dans cette lignée, puisque qui a fondé la Société de géographie tout court? Parce qu'elle est à Paris, mais on ne l'appelle pas de Paris, parce qu'elle était la première. Alors, la suivante a été à Berlin, mais la première, c'est Humboldt, voilà, qui était très francophone et qui vivait à Paris, et donc qui a fondé cette société. Et aujourd'hui, elle a un hôtel particulier, enfin un gros bâtiment qui existe toujours à Saint-Germain-des-Prés. Et elle est entre autres le siège de la Société des Explorateurs, qui est aussi une société du 19e. Ça, c'est magique. Voilà, et la Société de géographie, c'est celle qui avait entre autres financé des grandes expéditions. La plus connue, la première pour laquelle il y avait un prix de 10 000 francs, c'était une très belle somme en 1828, je crois. C'est René Caillé, le premier Européen à être revenu de Tombouctou. Effectivement. Mythique Tombouctou. Ah, ça, c'est mythique aussi, ça, je suis d'accord. Ouais. Alors, il y a plein de passages extraordinaires. Donc, on a parlé, là, je tombe sur les cités d'or. Vous parlez du thé, vous parlez du café, où on retrouve ensuite le sucre avec le chocolat. Et heureusement qu'on a mis du sucre dans le chocolat, sinon on n'aurait jamais récupéré le chocolat. C'est une combinaison gagnante. Donc, ça revient chez nous. Le chocolat, c'est le cacao plus sucre. C'est ça, donc c'est assez marrant. Et le sucre, il vient de l'Asie du Sud-Est. C'est une culture formalisée par les Indiens, il y a un millénaire avant notre ère. Et le coco alt, c'est une plante d'origine amazonienne qui s'est répandue en Amérique par les humains qui l'ont diffusée, et entre autres dans le monde aztèque, là où les colons l'a connu dès les Antilles, il y en avait. Mais enfin, c'est surtout en Mexique que les Espagnols ont connu le chocolat. Et ils ont eu l'idée de l'associer au sucre. Ça, j'ai tout dit, c'est un bienfaiteur ou une bienfaitrice. Idée géniale. C'est un couvent de bonnes sœurs. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, un bienfaiteur de l'humanité qui a à ce fait, cette association, a créé le chocolat. En gros, ce livre qui nous fait voyager de partout, de par le monde, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Tout ce qu'on connaît. Il y a même le tango, à un moment donné. Et là, c'est comment on fabrique une identité locale. Ça, c'est intéressant, parce que l'Argentine est un pays paradoxal. L'Argentine, c'est vraiment un pays tout neuf. C'est une expression qu'on n'emploie plus aujourd'hui, parce que c'est faire la négation des peuples autochtones de parler de pays neufs, évidemment. Toujours, ils ont été neufs, mais il y a 30 000 ans, parce que quand sont arrivés les premiers humains. Mais lorsque les Espagnols atteignent l'Argentine, donc c'est dès le XVIe siècle, mais ce sont surtout les bateaux qui l'allongent. Bien sûr, on pense à Magellan, entre autres. Localement, il y avait des populations autochtones, mais les Européens s'y sont peu intéressés. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, de non-tropicalité. C'est-à-dire que l'Argentine, c'est un pays tempéré. Au nord, à l'extrême nord, non, mais pour l'essentiel, même assez froid au sud. On connaît Ushuaia, mais à l'époque, ils s'en fichaient. Et donc, c'était plutôt un obstacle pour aller dans le Pacifique. C'était le problème. Donc, le seul intérêt qu'avait l'Argentine, c'était de permettre éventuellement de l'acheminement d'argent, au sens métallique du terme, à partir des grandes mines de Bolivie. Qui pouvaient bien sûr aller prendre le bateau à Callao au Pérou et passer par le Mexique et revenir en Europe après, mais qui pouvaient aussi être acheminés par sentier muletier jusqu'à le Rio de la Plata. Donc on créait Buenos Aires. Et donc c'était minuscule, et c'est à cela que l'Argentine doit son nom. Route de l'argent. Mais il n'y a pas de mine particulièrement en Argentine. Mais ça n'a eu aucun intérêt pour les Européens jusqu'au milieu du 19e. Parce que c'est loin, c'est quand même vraiment loin. C'est nord-sud, certes, et c'est dans les régions tempérées froides. Donc, on ne va pas exporter du sucre. C'est seulement à la fin du 19e, quand on invente la conserve, qu'on va pouvoir faire massivement de la viande et du blé. Alors, le blé, c'est facile à exporter. La viande, il a fallu d'abord la sécher. Ce n'était pas très intéressant. Mais surtout, ensuite, la mettre en conserve, le corned beef, d'ailleurs. Et là, puis après, quand il y a le frigo, on peut exporter de la viande fraîche. C'est incroyable. Mais c'est seulement fin 19e. Donc, c'est à ce moment-là que les Européens qui sont, si j'ose dire, trop nombreux, c'est le moment de la transition démographique en Europe, les Européens partent, une partie des Européens, près de 80 millions à peu près d'Européens ont quitté l'Europe. Ils ont surtout été aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Argentine et au Chili. En Australie, en Argentine. Oui, bien sûr. D'abord, là, en Argentine. Donc, il y a une plaisanterie que j'évoque.
En Amérique du Sud, on dit que les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas et les Argentins descendent du bateau. Oui, c'est vrai, j'adore. Il y a plein de petites choses comme ça Voilà, dans le livre. Donc il a fallu créer une identité très vite. Et il se trouve, sans que personne ait vraiment manipulé l'affaire, mais que le tango a été vraiment ce qui a été identitaire autour du Rio de la Plata, parce que c'est aussi uruguayen. Mais bon, c'est bien sûr Buenos Aires qui est devenu le lieu archétypique du tango. C'est vrai, je suis d'accord. C'est une histoire à la fois très locale qui crée une identité et mondiale, parce que si ça s'est diffusé, popularisé, symbolisé, c'est que ça a été la mode dans les années folles à Paris. Oui. Et donc il y a eu une importation, puis un retour. Et ça s'est fait volontairement, cette exportation culturelle? Il y a eu des Français qui ont trouvé que c'était intéressant. Enfin, c'était une musique un peu canaille. Ouais. Oui, bien sûr. Sexy. Hein, complètement, donc, c'était comme le jazz, quoi. C'était les deux musiques qui ont peuplé les années folles de l'après-Première Guerre mondiale. Effectivement. Alors, le livre est parsemé de « Le saviez-vous » Ça, des petits trucs, ça c'est bien, ça. C'est triste d'ailleurs, mais effectivement, c'est amusant à dire, tiens, prendre un petit exemple. Mais absolument. Et voir comme l'étrier va jouer un rôle dans certaines batailles, par exemple. Ça, c'est assez bien. Ça sert beaucoup dans les dîners en famille ou pas en famille, d'ailleurs, dans les cocktails. On passe pour encore plus savant qu'on ne l'est. L'aventurier, est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt invisible, en général, dans l'histoire? Alors, la plupart des aventuriers sont des morts précoces. Hein. Oui, ça, d'abord, ça c'est vrai. Donc ils sont largement invisibles, y compris sur leur tombe, parce que, entre autres, une bonne partie des aventures sont faites en mer, et que les bateaux qui ont coulé ou les marins qui sont morts et qu'on a inhumés en mer, jetés à l'eau, c'est quand même de loin la grande majorité. Ce qu'on aurait pu faire avec Colomb, d'ailleurs. Oui, enfin lui, il a pas eu une fin de vie si terrible qu'on le raconte. Hein, il était quand même assez reconnu et honoré. Ses enfants s'en sont bien tirés. Mais c'est vrai que pour beaucoup, c'était souvent très, très décevant. Ils prenaient d'énormes risques. Hein. Alors, il faut voir d'abord qu'on avait du mal à les recruter, ces découvreurs. Ça peut se comprendre. Parce que c'était très dangereux et que d'autre part, démographiquement, souvent, on n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup de monde. Parce que les équipages, c'était difficile de les former. On connaît l'histoire de Colomb, mais c'est vrai pour les autres. Il ne faut pas oublier, le Portugal, qui est un pays qui, à la fin du XVe, doit faire moins d'1 million d'habitants, va contrôler des routes qui supposent des points d'appui tout le long des côtes d'Afrique, à Goa, ce qu'on appelle l'Empire des Indes, justement, Goa, Malacca, Macao. Il faut quand même des hommes qui y allent. Hein. Et puis il y a le Brésil également. Donc pour contrôler tout ça, c'est quelques centaines d'hommes qui vont partir chaque année, sans compter les bateaux, les marins qui vont assurer les liaisons. Et le Portugal n'a pas les moyens démographiques de faire ça. Donc des cadets de familles nobles, des gens ruinés, des gens qui souffrent qui sont pauvres et comprennent. Bon, voilà, c'est quelque chose qui va régulièrement tenter l'aventure, justement. Quelques-uns réussissent. Le plus souvent, ça se termine mal. Ça se termine mal, je suis d'accord. Je pense il y a un film qui s'appelle Le Pays de Z, je ne me souviens plus, La Cité perdue de Z. Ah oui. Ça, qui est pas mal d'ailleurs. C'est un Anglais qui part en Amazonie, histoire vraie, et qui relate bien justement la pénibilité du départ et puis sur place, évidemment. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on change de milieu bioclimatique, on change de bassin microbien. Et que toute cette histoire est ponctuée de maladies. Et de maladies lourdes, pénibles, les maladies tropicales, comme disaient les Européens, mais c'était réciproque. Hein. Humboldt, d'ailleurs. Oui, malade, c'est vieux, hein. Il a 90 ans, mais il était malade. Mais il était très malade. Mais les Européens vont très très vite, qui partent, vont très vite subir, d'abord sur le bateau, parce que le grand danger sur les bateaux jusqu'au 18e, on commence à filtrer l'eau, mais surtout au 19e, on commence à développer des médicaments. Les grands dangers, c'est l'eau. C'est étonnant. Hein. Oui, on part de Lisbonne, on descend des tonneaux dans le Tage
L'eau est à peu près propre à l'époque. Bon, on le remonte, mais on les met sur le pont et puis on part sous les tropiques. Donc c'est très vite un bouillon de culture. Un bouillon de culture, c'est le cas de le dire. Donc, c'est pour ça que boire l'eau est très dangereux sur un bateau. Il valait mieux boire de l'alcool. Du rhum, En tout cas, le couper d'alcool, ça c'est un désinfectant. D'où la réputation des marins. Enfin, ça tuait plus lentement. Donc c'était ça le premier danger. Ensuite, évidemment, il y a des tas d'autres maladies qu'on attrape sur place. Et c'est tout de suite le cas. Lorsque Colomb revient en 93, il ramène quelques curiosités, comme je l'évoquais, des connaissances, une route nouvelle, mais il ramène aussi une variante très brutale de la syphilis. Exact. Alors, c'est pas lui-même. Apparemment, non, il n'a pas péché, comme aurait dit son chapelain avec les Indiennes, mais mais ces marins, oui. Ce qui fait que dès 93, la syphilis se développe à Séville, et dès les années qui suivent, les soldats espagnols qui vont se battre dans les guerres d'Italie vont transmettre cela, ce qui fait que les Français qui se battaient contre les Espagnols, contractent à leur tour la même maladie. Ça s'appelle ça le mal de Naples. Ouais, ça. Bon, ailleurs, on appelait ça le mal français, d'ailleurs, parce que ça continue à se produire. C'est rigolo comment ça se propage. Voilà, c'était moins rigolo de l'autre côté de l'Atlantique, parce que, enfin, c'était pas rigolo d'attraper la syphilis, ça a tué longtemps, et ça continue d'être une cochonnerie, mais les Amérindiens, eux, ils sont disparus à 90%. Oui, parce que nous, on leur a à cause des microbes. Voilà, à cause des microbes, et ça aurait été des Japonais ou des Arabes, ça aurait été pareil, les mêmes microbes qu'on avait. On est d'accord, effectivement. La fiction dans pour les aventuriers de Jules Verne, en passant par Indiana Jones, est-ce elle joue sur notre vision de l'aventure, qu'on a une vision plutôt romantique, belle, alors oui, qu'en réalité, bien sûr, le récit de voyage a toujours été, les récits de voyage réels, de voyage qui sont vraiment faits, a toujours été l'accompagnement, ou même a précédé. Et le plus célèbre, le fondateur, même si on peut remonter à l'Antiquité, le fondateur, c'est Marco Polo. Oui, bien sûr. Donc on a là un texte écrit un peu par hasard, mais qui raconte l'histoire d'un voyageur, un commerçant, c'est avant tout un commerçant vénitien, son objectif c'était de gagner de l'argent, et qui a vécu 20 ans en particulier dans l'empire de Kubilai Khan. Enfin, on sait si c'est vrai, justement. Oui, non, il y a vraiment... il y a plus de... Alors, la manière dont c'est raconté, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qui est vraiment dû à Marco Polo ou à son écrivain qui l'a transcrit, mais en français d'ailleurs. Ce récit, ce qui est intéressant, c'est surtout que même s'il a une part mythique, il y a des éléments qui ne sont pas faux, mais tout est transformé. Mais ça a été un succès. Enfin, l'un des plus grands best-sellers en dehors des textes religieux de l'Europe, en tout cas, de l'histoire européenne. Donc cela a fait partir, à commencer par Colomb, tout le monde s'est fondé là-dessus, a rêvé de l'Orient fabuleux, même si c'est plus ancien, on voit déjà dès le XIIIe siècle, dans les récits de ceux qui vont en croisade, combien il y a un rêve d'Orient. Mais ces récits, c'est pas propre aux Européens, parce que si vous prenez les grands récits chinois, les 4 grands romans du XVIe siècle codifiés dans la littérature chinoise, l'un des 4 est Le Voyage vers l'Ouest, qui récite un pèlerin, un moine célèbre qui a été en Inde, qui est un grand fondateur du bouddhisme en Chine, d'ailleurs, mais c'est complètement transformé. Et c'est un roman qui, effectivement, ressemble un peu au Tour du monde en 80 jours, si vous voulez faire une comparaison. Un autre roman, inversement, Au bord de l'eau, il ressemble plus aux trois mousquetaires. D'accord, c'est drôle, c'est chouette. Donc, c'est pas propre, bien sûr, aux Européens, mais ça a beaucoup fait rêver. Et donc, les récits de voyage réels, Bougainville, par exemple, chaque fois qu'on voyageait, on racontait, et c'était un best-seller, ça marchait à tous les coups. Évidemment. Je raconte l'histoire d'un astronome malchanceux qui est célèbre pour sa malchance, le gentil, au XVIIIe siècle, puisqu'il n'a jamais réussi à voir le transit de Vénus qu'il rêvait de voir en allant dans l'océan Indien. Et ça a pris 20 ans. Le gentil, quand il s'est rétabli, parce que quand il est retourné en France, on a cru qu'il était mort, on avait vendu ses biens. Enfin, c'est terrible, ça. Une terrible histoire. Mais enfin bon, il a retrouvé sa place à l'Académie des sciences, Louis XV s'est occupé de lui, et il a fait un best-seller. Donc, ça marche à tous les coups, ce genre de choses. Mais évidemment, on a ensuite romancé. Donc, les voyages dans la Lune de Cyrano de Bergerac, par exemple, du 7e, c'est des choses qu'on projette avec loin. Les terres. Et on peut faire des combinaisons d'une certaine rationalité du
voyage et d'un récit imaginaire. Et là, c'est Jules Verne. Exactement, ouais, je suis d'accord. Alors dans le livre, il y a beaucoup de choses, y compris des objets, la pipe, la fourrure. Il y a une histoire incroyable que je ne connaissais pas, le fameux globe à Paris, qui aurait pu être un objet incroyable, plus haut, presque, enfin plus haut que la Tour Eiffel. Non, pas plus haut que la Tour Eiffel. À peu près en même temps, parce qu'il aurait été sur la colline de Chaillot et puis avec un socle. Hein. Donc total, il triche. Oui, il a failli y avoir à Paris un objet qui aurait été aussi célèbre que la Tour Eiffel, parce qu'encore plus visible dans la mesure où ça aurait été presque aussi haut et beaucoup plus gros, puisque c'était un globe théâtre. Oui, alors c'est le célèbre géographe et anarchiste Élisée Reclus, mais qui était en même temps, bon, évidemment, il était un peu sulfureux, mais il était quand même très célèbre, qui avait proposé pour l'exposition universelle de 1900, sachant que les expositions universelles, c'est comme les récits, ça participe. Oui, mais bien sûr, monde, ça participe. L'exposition de Paris en 1900, qui est un globe extraordinaire. On n'en a plus que le schéma qui est proposé, on en met un dans le livre. C'est un globe qui aurait été à l'extérieur, un globe terrestre assez visible, mais qui aurait à peu près eu 200 mètres de diamètre, hein, et puis dans lequel on serait rentré, et donc il y aurait eu dans la paroi intérieure de ce globe une voûte céleste, et un deuxième globe, plus petit, à l'intérieur, avec une grande rampe hélicoïdale tout autour, qui permettait de voir d'un côté le ciel et de l'autre la terre, qui aurait été à une échelle fine, hein, qui aurait permis à tout le monde d'aller voir tous les lieux, et comme il aurait tourné, il suffisait de rester, on voyait la latitude du globe à ce moment-là. C'est un objet absolument extraordinaire. Alors, ça aurait nécessité une fortune colossale, beaucoup plus que la Tour Eiffel. Je crois que ça nécessitait 5 fois plus d'acier que la Tour Eiffel. Donc, on n'a jamais pu financer ce globe. Comme il était destiné à être sur la place de Chaillot, la colline, évidemment, ça aurait été particulièrement haut et spectaculaire, et presque éclipsé la Tour Eiffel. Ça n'a pas eu lieu. Peut-on s'en réjouir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Belle idée en tout cas. Mais moi je le regrette. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors aujourd'hui, donc vous dites qu'il n'y a plus grand-chose à découvrir. On connaît à peu près tout, les peuples, sur Terre. Sur Terre émergée. Voilà, c'est ça. Mais j'allais y venir justement. Voilà. La suite, c'est quoi? C'est les abysses. Les abysses, on connaît quand même pas grand-chose en fait. Oui. On connaît de mieux en mieux, mais on connaît quand même très mal. On dit toujours aujourd'hui qu'on connaît mieux la surface de Mars, je ne dis pas de la Lune, que les fonds marins actuels, avec beaucoup plus de précision. Et dans l'Atlas du ciel, on a publié une carte géologique de Mars, qui est assez précise. C'est fou. Inversement, dans l'Atlas de la mer que je vais publier dans 3 mois, 4 mois. Donc vous allez revenir. Volontiers. On ne met pas une carte géologique des fonds marins. C'est dingue. Aujourd'hui, on pourrait quand même la faire un peu avancer, mais c'est quand même un peu incertain. Donc l'exploration terrestre mérite toujours. Il ne faut pas quand même non plus... bien sûr, les satellites ont beaucoup changé les choses, mais la cartographie, si elle n'est pas appuyée par un travail précis de terrain, ça colle pas forcément bien. Alors, il y a des choses qu'on peut faire parce qu'il n'y a pas de conflit. Le grand obstacle est plutôt humain aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de conflit en Antarctique, ou pas encore. Donc, il y a concurrence pour effectivement s'en emparer. Ouais. Mais maintenant, on connaît assez bien la forme topographique de l'Antarctique, parce qu'on voit un grand glaçon sur nos cartes. Et si on enlève le glaçon, s'il fond, c'était la question qui allait venir. Voilà. Alors j'ai publié la carte dans un autre atlas, mais je sais pas. Vous avez cette carte, c'est assez intéressant. Bon, s'ils font, c'est une catastrophe. Hein, ceci dit, là. Oui, alors ça sera à la fin de l'atlas de la mer. Si tout fondait, que ça montait entre 60 et 70, donc si on arrondit à 65, effectivement, la configuration des terres et des mers serait différente. Là, il faut refaire les cartographies. Justement, je proposerai. Justement, c'était la dernière question. Il y a une carte qui existe, quelque chose d'assez incroyable qui ne devrait pas exister, la fameuse carte de Piri-Reis, qui nous montre l'Antarctique sans la glace, qui nous montre le sud de l'Amérique du Sud. L'Antarctique n'a pas été découvert à l'époque de cette carte-là, puisqu'il faudra attendre 4 siècles avant que ce soit découvert. Et si on regarde, tout correspond. Comment c'est possible ? Alors non, tout ne correspond pas. Mais effectivement. Alors, précisons que Piri-Reis est un amiral ottoman du début du XVIe siècle.
Les Ottomans, qui étaient à l'époque une puissance en plein développement, en plein boom, et qui menaçait pas mal l'Europe, hein, c'était là, on se situe un demi-siècle avant la bataille de Lépante, qui est le premier coup d'arrêt. Les Ottomans ont un peu tendance à penser que ces petits Européens qui sont un peu à l'ouest, là, bon, ils vont finir par être conquis. Ils ont conquis tous les Balkans, ils cessent de progresser, Vienne est menacée. Donc, au même moment, les Européens, eux, traversent l'Atlantique. Et les Ottomans, dans la sublime porte, là, comme on nomme le gouvernement ottoman, on se pose la question, est-ce qu'il faut y aller en Amérique ? Alors, effectivement, on dit c'était peut-être compliqué parce que le verrou de Gibraltar était quand même en gros tenu par les Espagnols, qui étaient les grands adversaires des Ottomans, mais c'était quand même possible. La marine ottomane avait les moyens de faire. Et d'autant plus qu'ils font de l'espionnage industriel, c'est-à-dire qu'ils font venir des tas de gens dans des tas de domaines, y compris pictural, mais ils font aussi venir des marins et des cartographes européens qui vont accepter, moyennant finance, d'aller travailler pour les Ottomans. Plusieurs marins de colons, par exemple, vont travailler pour les Ottomans. Et donc, il y a des cartographes européens et ils développent une cartographie avec les mêmes bases. Ils étaient tous formés par la cartographie grecque. Ils développent une cartographie assez savante. Donc, on a dans les archives de Topkapi cette carte de Pini Reis qui nous donne un détail assez juste de comme les Européens pouvaient le connaître au début du XVIe siècle de l'Amérique du Sud. On voit effectivement le Rio de la Plata. Et puis, en bas de la page, quelque part vers le sud de la Pampa, si vous voulez, on a le trait qui bifurque le long du bout de la page et qui se prolonge vers la droite de la feuille, puisque c'est orienté au nord classiquement. Donc, on a quelque chose que l'on peut interpréter comme l'Antarctique. On ne voit vraiment pas comment ils auraient pu avoir... Ça ne correspond pas. Ça correspond pas. Non, ça ne correspond pas. On a des traits, c'est pas... Il y a des géographes qui appellent ça parfois les cartes parkinsoniennes. C'est-à-dire que vous avez des petits creux, comme on fait, comme la réalité nous donne des avancées et des caps et des baies. Mais vous avez ce trait qui nous donne l'impression que c'est l'Antarctique. En fait, il semblerait que cette carte soit comme toutes les cartes faites à partir d'un récit. Avec des coordonnées. Donc, on a un tracé assez juste de l'Amérique du Sud. Peut-être, d'ailleurs, on recopiait une autre carte. On ne sait pas exactement comment elle a pu être faite. Et puis, au-delà, vraiment vers le sud, on a continué le récit, mais il n'y avait plus de place sur le papier. Donc, au lieu d'aller encore plus au sud, plus bas, on a longé. C'est l'hypothèse vraiment la plus plausible. Et ça fait une carte un peu fascinante. Et comme il y a toujours des esprits aventuriers en chambre qui imaginent qu'on a découvert, alors là, il n'y a pas besoin de faire intervenir des martiens, mais d'autres ne s'en priveraient pas. Et donc, on imagine que, pour des raisons inconnues, les Turcs auraient connu l'Antarctique. Bon. D'accord. Peu probable. Quand même. Bon, ça me plaît bien comme récit. Il faut acheter L'Esprit d'aventure, exploration et curiosité de l'histoire du monde chez Armand Collin. Christian Grattalou, vous êtes incroyable. J'adore vous entendre. On pourrait rester des heures et des heures. Merci beaucoup. Je veux vous recevoir pour le prochain, du coup. Vous connaissez l'adresse maintenant. Volontiers. Merci beaucoup. Vous êtes formidable. Merci. Merci.